L'écrasante majorité des manuels scolaires de français est composée d'œuvres littéraires écrites par des hommes, puisqu'on n'y retrouve que 6% de femmes. Il y a une sous-représentation numérique des autrices qui ne reflète pas leur production littéraire. Elles sont invisibilisées en littérature et dans bien d'autres domaines comme la philosophie, les arts ou le journalisme. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à consulter le rapport détaillé édité à ce sujet par le Centre Hubertine Auclair, intitulé « Les manuels de français se conjuguent au masculin », dont vous trouverez le lien en description. Par voie de conséquence, les œuvres qui sont choisies au sein de ces manuels sont bien souvent empreintes de stéréotypes. Bien que cela commence à changer tout doucement, en tant que collégien puis de lycéen, notre esprit en pleine construction a donc de fortes chances d'être façonné par des représentations qui tendent à se référer au rôle traditionnel de la femme dans l'espace domestique. Dans ce contexte, le féminin est généralement placé sous un regard de type masculin. La femme peut alors être tour à tour jugée, fantasmée ou critiquée. Elles sont plus souvent objets que sujets de romans, et la passivité les caractérise. Alors bien sûr, ici on parle de tendance systémique. Il peut y avoir des exceptions à tout ça, et c'est tant mieux. L'ensemble de ces éléments participe au maintien d'une culture dite légitime, comme le théorise le sociologue Pierre Bourdieu, qui est schématiquement la culture des élites sociales disposant d'un capital culturel. Ce capital ayant tendance à être largement masculin et blanc. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrit que la femme se découvre et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'imposer comme l'autre. Il faut que les femmes refusent les limites de leur situation et cherchent à s'ouvrir les chemins de l'avenir. La résignation n'est qu'une démission et une fuite. Il n'y a pour la femme aucune autre issue que de travailler à sa libération. Face à la nécessité pour toutes les femmes d'œuvrer activement en faveur de leur propre libération, je vous propose ici de nous intéresser à une œuvre avant-gardiste. Cette œuvre questionne le rôle traditionnel assigné aux femmes et interroge les perspectives d'émancipation féminine. Il s'agit de L'Éveil, publié en 1899 par Kate Chopin. C'est donc un vent de liberté qui va souffler sur ce nouveau numéro des courbes graciles. Kate Chopin est une autrice américaine d'origine française, née en 1850 à Saint-Louis dans le Missouri. Elle est connue en particulier pour l'omniprésence de la culture créole française au sein de sa production littéraire. Pour information, ici, les créoles désignent les descendants des colons européens et des esclaves africains installés en Louisiane sous le régime français. Assez peu connue du public français, elle fait partie de ces Américains et de ces Américaines qui écrivent après la guerre de sécession. Du fait de ses origines, étant francophone, elle lit aussi bien Zola, Flaubert que Maupassant, qu'elle admire énormément et dont elle traduira quelques écrits. Son second roman, paru en 1899, intitulé L'Éveil, est considéré comme avant-gardiste en matière de féminisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un livre qui m'a bouleversée et que j'ai trouvé absolument incroyable, le genre de lecture qui vous marque profondément. Souvent comparé à Madame Bovary, dès sa sortie, ce roman fait l'objet de vives critiques. On lui reproche de porter atteinte aux interdits moraux de l'époque, notamment concernant la sexualité féminine. Le roman est si décrié qu'il ne sera réédité que plusieurs décennies plus tard, dans les années 60. Et la réception réservée à l'œuvre aura pour conséquence de décourager l'autrice qui s'éloignera de l'écriture. L'intrigue débute dans la pension Madame Lebrun, à Grand-Île, au Grand Isle en anglais. Une ville côtière dans laquelle la bonne société de la Nouvelle-Orléans vient passer ses vacances. Monsieur et Madame Pontelier, accompagnés de leurs enfants, viennent chaque année y séjourner pour la période estivale. L'autrice décide de focaliser le récit sur le parcours d'Edna Pontelier, une femme de 28 ans, en apparence ordinaire, épouse et mère dévouée, et bien intégrée dans le microcosme bourgeois créole de la Nouvelle-Orléans. Les vacances familiales se déroulent sans encombre au bord de la mer. Mais le récit bascule symboliquement le jour où Edna décide, pour la première fois, d'aller seule dans la mer, alors qu'elle vient tout juste d'apprendre à nager.
l'autrice écrit qu'un sentiment d'exaltation s'empara d'elle, comme si elle avait brusquement été investie d'un pouvoir considérable sur son corps et son âme. Cette expérience libératrice va lui donner le courage d'amorcer son propre parcours initiatique. Elle vit alors un bouleversement intérieur, l'obligeant à repenser son existence. Kate Chopin écrit, au sujet du personnage principal, « Il lui semblait qu'un voile s'était levé de ses yeux et lui permettait de voir et de comprendre la signification de la vie, ce monstre fait de beauté et de brutalité. » Outre la beauté de ce passage, dans le roman, c'est à cet instant qu'Edna va commencer à s'éveiller et à éclairer sa propre conscience. Cette expérience sans précédent va la conduire à remettre en question un certain nombre de normes sociales. Mais ce n'est pas sans conséquences psychologiques pour elle, puisque l'autrice écrit qu'un sentiment indescriptible d'oppression, venu sans doute d'un coin obscur de sa conscience, emplissait tout son être d'une vague angoisse. C'était une ombre, une brume traversant la claire journée d'été de son âme. C'était étrange et nouveau. Bien que ce soit tortueux, une vie nouvelle s'impose à elle. Elle commence à comprendre sa position dans l'univers, à vivre différemment sa relation avec le monde qui l'entoure et celui qu'elle porte en elle. Sans le conscientiser véritablement, le personnage remarque peu à peu que les convenances sociales et l'oppression dont elle fait l'objet l'ont empêché jusqu'à présent de développer sa propre individualité. Dans cette dynamique d'affranchissement, Edna s'éloigne de l'hétéronormativité et semble adopter un regard sensuel à l'égard de certaines femmes qui l'entourent, comme le personnage d'Adèle Ratignolle, notamment dans une scène qui a lieu en bord de mer, dans un climat teinté d'érotisme. Dans cette scène, les deux femmes partagent quelques souvenirs d'enfance. Edna pose sa tête sur l'épaule de son amie, le sang lui monte aux joues et elle se sent grisée. L'autrice écrit que tout ça lui brouille l'esprit comme du vin ou comme une première bouffée de liberté. C'est extrêmement beau et subtil. On a l'impression que Kate Chopin aurait souhaité expliciter davantage le propos, mais qu'elle se bride pour ne pas compromettre la publication de son roman. Une fois rentrée de vacances, elle se désintéresse peu à peu de la tenue de sa maison luxueuse, décide de ne plus prêter attention aux exigences domestiques de son époux, met un terme aux mondanités qu'elle organisait chez elle et s'essaye à la peinture pendant des journées entières. Elle lit et fait de longues promenades seule dans la rue, ce qui est bien sûr mal vu par son époux. Edna se mit à agir à sa guise et à sentir comme il lui plaisait. Elle ne s'obligeait plus vainement à diriger sa maison en bonne ménagère. Elle allait et venait selon son humeur. Monsieur Pontellier avait été un mari plutôt courtois tant qu'il avait rencontré chez sa femme une certaine soumission tacite. Mais cette nouvelle ligne de conduite, si inattendue, le dérouta et même le choqua tout à fait. Puis le mépris total qu'elle affichait pour ses devoirs d'épouse le mit en colère. Quand il se fit grossier, Edna devint insolente. Elle était résolue à ne plus jamais céder d'un pouce. Cela me paraît totalement insensé pour une femme à la tête d'une maison, mère de 2 enfants, de passer ses journées dans un atelier. Elle serait bien mieux employée et à assurer par tous les moyens le confort des siens. « J'ai envie de peindre, » répondit Edna. « Je n'en aurais peut-être pas toujours envie. »« Eh bien, peins, pour l'amour du ciel. Mais ne laisse pas la famille partir à volo. Regarde, Madame Ratignolle, ce n'est pas parce qu'elle fait de la musique qu'elle néglige tout le reste, et pourtant, elle est plus douée pour la musique que toi pour la peinture. Elle n'est pas musicienne, et je ne suis pas peintre. Ce n'est pas à cause de la peinture que je laisse tout aller. À cause de quoi alors ? Oh, je l'ignore. Cesse de me harceler. Tu m'ennuies. Quelquefois, M. Pontellier se demandait si sa femme ne devenait pas un peu déséquilibrée. Il voyait clairement qu'elle n'était pas elle-même. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas qu'elle devenait elle-même. Et que chaque jour, elle rejetait davantage cette personnalité factice dont nous nous affublons comme d'un vêtement pour paraître aux yeux du monde. Kate Chopin parvient à créer une forme de tension. L'incompréhension entre les deux individus est palpable et la volonté du mari de recadrer sa femme est bien présente. Très clairement, il considère que son rôle de femme est de faire passer les besoins de sa famille avant les siens. Avec son discours, il cherche à l'enfermer à nouveau dans une image conformiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait appel à Madame Ratignolle, qui est une figure féminine de référence, répondant à toutes les attentes sociales. Léonce Pontellier, le mari d'Edna, veut qu'elle redevienne elle-même. Il ne comprend pas que sa femme se libère justement de son joug. On constate qu'elle ne parvient pas à expliquer vraiment pourquoi elle agit ainsi, et elle ne prend pas forcément la mesure de tout ce qu'elle vit,
mais on sent que c'est un élan vital. Elle se découvre ainsi une identité propre, des envies, des passions, des aspirations personnelles. Rappelons que ce roman a été publié en 1899. Kate Chopin fait preuve d'une grande audace ici. L'autrice nous explique également qu'Edna aime ses enfants. L'amour maternel n'est donc pas absent du récit, mais il a des limites. En fait, malgré tout, elle veut continuer à s'appartenir à elle-même. L'autrice place dans la bouche d'Edna les mots suivants. « Je céderai tout ce qui n'est pas essentiel. Je donnerai mon argent. Je donnerai ma vie pour mes enfants. Mais je ne me donnerai pas moi-même. » Je ne peux pas l'exprimer plus clairement. C'est seulement une chose que je commence à comprendre, qui se révèle à moi peu à peu. Son évolution va la mener à quitter le domicile familial et à emménager dans une petite maison, loin du faste des mondanités et du luxe, au bout de la rue, qu'elle appelle le Pigeonnier. Elle profite d'une fenêtre de quelques semaines durant laquelle sa famille part en voyage, ce qui la laisse seule. C'est un moment charnière dans le parcours du personnage principal. Edna ne se réjouit pas aussi consciemment du départ de son mari que de celui de son père. À mesure qu'approchait le jour où il la quitterait pour une assez longue absence, elle s'attendrissait, devenait affectueuse, se rappelait les nombreux égards qu'il lui avait manifestés, toutes les preuves d'amour qu'il lui avait données. Elle s'inquiétait pour sa santé, son bien-être. Elle s'affairait, s'occupait de son linge, pensait à lui faire emporter des sous-vêtements chauds, exactement comme Madame Ratignolle l'eût fait dans les mêmes circonstances. Le jour de la séparation, elle pleura, l'appela son cher et tendre ami. Elle était tout à fait certaine de se sentir seule sous peu et de le rejoindre très vite à New York. En réalité, une paix profonde l'envahit lorsque la maison fut vide. Une fois seule, Edna poussa un véritable soupir de soulagement. Un sentiment peu familier mais tout à fait délicieux la gagna. Elle parcourut la maison d'une pièce à l'autre, comme si elle la visitait pour la première fois. Et comme si elle ne s'y était jamais assise ou allongée, elle essaya les différents fauteuils et sofas. Elle fit le tour de la maison pour examiner l'état des fenêtres et des volets et vérifier s'ils fermaient bien. Les fleurs lui paraissaient de nouvelles connaissances. Elle s'en approcha familièrement, se fit une place parmi elles. Les allées du jardin étaient humides. Aussi cria-t-elle à la servante de lui apporter ses sandales de caoutchouc. Elle resta dehors, se pencha, creusa un peu autour des plantes, tailla quelques branches, ramassa les feuilles mortes desséchées. Le jardin sentait si bon. Il était si joli dans la lumière de l'après-midi. En énumérant toutes les tâches qui sont accomplies par le personnage, on voit là que Kate Chopin réussit bien à créer une forme d'appréhension pour le lecteur. Il y a ensuite une espèce de chute avec un rythme qui se relâche. Contre toute attente, le personnage est apaisé. Ce moment de solitude lui permet de poursuivre son parcours puisqu'elle entrevoit une forme d'indépendance. On constate dans ce passage qu'Edna semble s'éveiller à la vie, devient réceptive à ce qui l'entoure et sort d'une forme de passivité. Dans ce nouveau lieu qu'elle décide d'occuper, le Pigeonnier, elle fait le choix hautement symbolique de n'y mettre que des objets et des meubles qui lui appartiennent personnellement, et de rejeter tout ce qui était acquis avec l'argent de son mari. Elle finance ce logement grâce à la vente de ses toiles et à de l'argent qui lui avait été laissé par sa mère. Le Pigeonnier lui plaisait. Il avait tout de suite pris le caractère intime d'un foyer, tandis qu'elle-même l'investissait d'un charme qui se traduisait par un chaud rayonnement. Elle avait l'impression d'être descendue dans l'échelle sociale, mais en même temps, de s'être élevée dans celle des valeurs spirituelles. Chaque démarche entreprise pour se libérer des obligations ajoutait à sa force et à son épanouissement personnel. Elle commençait à regarder de ses propres yeux, à percevoir et appréhender les courants sous-jacents de la vie. Elle ne se contentait plus de se nourrir de l'opinion générale dès lors que son âme la sollicitait. Sans surprise, cette décision est controversée dans son cercle d'amis. On la met en garde contre ces soudains changements de comportement. On lui dit que l'oiseau qui veut s'élever au-dessus du simple niveau des traditions et des préjugés doit avoir les ailes solides. C'est un triste spectacle de voir la pauvre hirondelle meurtrie, épuisée, revenir à terre en battant faiblement les ailes. Elle continue à fréquenter à de rares occasions son cercle social, ce qui permet à l'autrice de comparer la situation d'Edna à celle des autres femmes. Je pense notamment à une visite faite à Madame Ratignolle, cette épouse exemplaire dont on a parlé tout à l'heure. Elle constate à quel point la vie de cette femme est morne et peu enviable. L'autrice nous livre les pensées d'Edna après sa visite. Après les avoir quittés, Edna se sentit plus abattue que réconfortée.
La brève vision d'harmonie domestique qu'on lui avait offerte la laissait sans regret ni envie. Cette façon de vivre ne lui convenait pas. Elle n'y trouvait qu'un ennui mortel et désespéré. Elle éprouvait une sorte de commisération pour Madame Ratignolle, un sentiment de pitié pour cette existence sans relief, qui n'entretenait jamais son amie au-delà d'un contentement aveugle. Nulle impression d'angoisse ne venait visiter son âme. Jamais elle ne goûterait à la frénésie de la vie. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, lors de sa publication, de nombreux commentateurs l'ont comparé à Madame Bovary, publiée une 40aine d'années auparavant. Notamment parce qu'il a ce thème de l'épouse qui a l'air de s'ennuyer dans une vie convenue. Lorsqu'Edna se confie à son médecin de famille, elle explique que les années écoulées sont pareilles à des rêves. Si l'on pouvait continuer à dormir et à rêver, mais se réveiller et découvrir, enfin, peut-être est-il préférable de se réveiller après tout, même pour souffrir, au lieu de rester dupe de ses illusions toute sa vie. Flaubert, quant à lui, dit que pour Emma, l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. On sent une espèce d'indolence commune à ces deux personnages, même si déjà, on voit que l'une se situe plus du côté de l'introspection que l'autre. Et au-delà de cette thématique de l'épouse qui semble s'ennuyer, il est vrai que les deux personnages partagent un certain nombre de similitudes concrètes. Au niveau de l'onomastique, donc l'étude des noms propres, on constate que les prénoms d'Edna et d'Emma présentent des sonorités proches, comme une parenté lointaine. On voit que les deux personnages ne se sentent pas très bien là où elles vivent. Emma Bovary en Normandie et Edna Pontellier en Louisiane. Madame Pontellier n'est pas originaire de la région et on constate rapidement qu'elle n'a pas les mêmes coutumes que le cercle social qu'elle fréquente. Les deux héroïnes partagent également une histoire commune, puisqu'elles ont toutes les deux perdu leur mère jeune et ressentent une certaine nostalgie pour leur enfance. Au niveau de leur jeunesse respective, elles passent toutes les deux beaucoup de temps à lire des romans, ce qui développe un certain caractère romanesque. Et hélas, elles connaissent toutes les deux des fins tragiques. Je ne veux pas vous en dire trop, notamment pour celles et ceux qui n'auraient pas lu Kate Chopin, mais sachez que ça finit mal. En termes de réception maintenant, on remarque également que les deux œuvres ont été considérées comme subversives lors de leur publication. Même si l'éveil n'a pas fait l'objet d'un véritable procès, l'œuvre a été qualifiée de vulgaire et de choquante. L'élan de liberté manifesté par le personnage d'Edna est mal vu. Les critiques américains de l'époque estiment que son mal-être n'est pas justifié, parce qu'elle dispose d'une grande aisance matérielle grâce à son mari. Elle n'a pas l'obligation de travailler, comme d'autres femmes issues des classes populaires. Elle aurait donc tout pour être heureuse. L'autrice bien sûr s'oppose à cette lecture de son œuvre. La mise en perspective de la situation d'Edna avec celle de femmes peu aisées est légitime. Mais là, cette réflexion est instrumentalisée pour faire perdurer le système d'oppression en place et étouffer toute remise en question. Ce qui est particulièrement reproché à l'autrice, c'est de ne pas condamner le comportement d'Edna, de ne pas la présenter comme un exemple à ne pas suivre. Ce qui distingue les personnages d'Emma et d'Edna, ce sont leurs qualités morales et intellectuelles. Edna Pontellier est à mon sens altruiste, à l'écoute des autres, et surtout, elle est peu matérialiste, puisqu'elle décide de quitter volontairement la demeure familiale pour une petite maison modeste, en faisant fi des convenances sociales. C'est une quête de soi par la solitude qui anime le personnage. Personnellement, j'ai apprécié le côté introspectif et humain d'Edna, ce que je n'ai pas retrouvé chez Emma. Dans un mouvement de transformation de soi, l'émancipation d'Edna Pontellier prend forme. C'est un besoin irrépressible de liberté qui submerge ce personnage. Il ne s'agit plus pour elle de se conformer aux attentes d'autrui ou aux exigences sociétales, mais de s'en détacher pour vivre une vie de plus en plus libre. D'abord, elle s'affranchit émotionnellement, puis matériellement, sans craindre le déclassement social. Elle constate également les liens qui unissent solitude et émancipation. Dans la société puritaine de l'époque, cette démarche est nécessairement condamnée. Sans le nommer en tant que tel, l'héroïne de ce roman se heurte aux affres du patriarcat et ne parvient pas à faire perdurer cet éveil si libérateur. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la fin du roman est tragique.
mais j'ai trouvé cette œuvre particulièrement inspirante et forte. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vivement à la lire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si ce numéro vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce projet littéraire. Je vous invite également à me suivre sur la page Instagram des Courbes Graciles. À bientôt pour un prochain épisode.